Bonsoir à toutes et tous. Et merci de m'accueillir et de m'offrir l'hospitalité dans votre... Ah, il faut que je l'allume, pardon, c'est de ma faute. Il y a un petit bouton dessus. Ça y est, vous m'entendez mieux, non? Voilà. Donc je disais bonsoir à toutes et tous et merci de m'accueillir dans votre tente bédouine et en m'offrant l'hospitalité. On va échanger ce soir, même si je suis sur une estrade à égalité. Je suis un citoyen comme vous qui fait profession de journaliste. Mon travail, et évidemment Mediapart l'incarne très concrètement, c'est d'essayer d'apporter des informations utiles, ce que j'aime appeler des vérités de fait. Je dis souvent, la démocratie, ce n'est pas le droit de vote. Ça, c'est une vision très pauvre, très schématique, très grossière, et qui n'évite pas les catastrophes. Il y a eu un vote qui a amené Hitler au pouvoir. Il y a eu un vote qui a amené Donald Trump au pouvoir. Il y a, hélas, un vote qui peut amener un fasciste nostalgique de la dictature militaire au pouvoir au Brésil. La démocratie, c'est un écosystème autrement complexe, avec des pouvoirs, des contre-pouvoirs, et avec notamment ce droit de savoir, cette liberté de dire, qui requiert les journalistes. Si nous ne sommes pas informés, si nous ne savons pas ce qui se passe au présent, lequel présent est souvent encombré de passé, eh bien nous pouvons être aveugles et du coup voter pour nos pires ennemis, pour notre pire malheur. C'est ça le rôle pour moi d'une presse qui dérange, qui bouscule, d'une presse qui souvent nous apporte des informations qui vont nous obliger à penser contre nous-mêmes, à voir des réalités qu'on ne voulait pas voir, à comprendre que le monde ne rentre pas forcément dans un cadre préexistant qui serait celui de nos préjugés, de nos convictions. Au fond, pour moi, une presse, et hommage à l'université populaire qui co-organise cette soirée, c'est une université populaire, une presse vivante, c'est une presse qui partage, et encore plus à l'ère du numérique qui est fait de relations, de discussions, d'échanges. Mediapart, c'est média participatif, qui partage des savoirs et des connaissances. Et donc je viens ici, comme ce journaliste-là, qui en même temps, et c'est pour cela que Mediapart est grâce à vous, une réussite qui a une telle importance aujourd'hui dans ce moment un peu complexe de transition, de doute, parfois de chagrin politique dans notre pays, c'est que faire ce métier où on apporte des vérités de fait, c'est en même temps construire une relation avec ceux au service desquels nous sommes, c'est-à-dire vous. Je dis souvent, le virtuel, c'est du réel. Qu'un journal numérique qu'on lit sur tablette, sur téléphone, sur ordinateur, est en fait un journal qui oblige à la relation avec ceux qui le lisent, qui le connaissent, qui en entendent parler. Et dans cette relation, il y a le fait de se risquer, et c'est ce que nous faisons à Mediapart, de se risquer à donner du sens à tout ce puzzle d'informations que nous donnons, à, au fond, rencontrer la société, rencontrer ses urgences, rencontrer ses défis. C'est une très vieille formule dans l'histoire de la presse. Après la Deuxième Guerre mondiale, à la libération de Paris, Albert Camus, qui, clin d'œil à notre mer commune, la Méditerranée, qui était des deux côtés, comme vous savez, Albert Camus, issu du réseau de résistance Combat, a animé un journal qui portait ce nom-là, Combat. Et dans un de ses premiers éditoriaux, en août 1944, il dit « Notre désir, d'autant plus fort qu'il était muet, il parlait de ce journalisme de résistance, donc de clandestinité, d'autant plus fort qu'il était muet, était d'élever ce pays en élevant son langage. »
élever ce pays en élevant son langage. C'est une formule qui nous a accompagnés tout de suite au début de Mediapart. Dieu sait si notre débat public est abîmé. Dieu sait s'il est blessé. Dieu sait s'il est humilié. Dieu sait si nous entendons dans des médias, dans des talk-shows, à la une de magazines, des propos, des prétendues enquêtes qui frappent profondément ce que nous sommes, la diversité de notre peuple, la diversité de ses cultures, sa générosité, son humanité. Dieu sait s'il y a dans le monde médiatique des gens qui font commerce des haines et des peurs. Et donc nous nous sommes créés contre cela. C'est pour ça qu'une des identités fortes de Mediapart est évidemment le refus radical de toute discrimination liée à l'origine, à l'apparence, à la croyance. C'est pour ça que depuis l'origine, et même avant l'ampleur de la crise migratoire actuelle, Mediapart a été du côté des hospitaliers et des solidaires. C'est pour cela que nous n'avons jamais barguigné sur les droits fondamentaux, les libertés fondamentales. Car on ne peut pas les relativiser en disant qu'il y aurait des choses plus importantes, parce qu'on ne pourra pas se battre pour les choses plus importantes, sociales ou autres, si on n'a plus les droits fondamentaux, le droit de se réunir, le droit de s'exprimer, le droit de manifester. C'est donc ce qui m'amène devant vous. Dire-nous est une sorte de manifeste publié en 2016, issu de cette histoire collective de Mediapart et d'ailleurs publié à son enseigne chez un éditeur qui a un nom qui nous va bien, Don Quichotte. Et donc, ce Dire-nous, en 2016, vient après un autre manifeste publié 2 ans avant, en 2014, qui était Dire non. J'ai écrit Dire non à l'aube du décès de mon père, qui est un homme qui n'a jamais eu d'adhésion partisane, n'a jamais été pris par l'esprit de parti, les dogmatismes, qui était un fonctionnaire dans l'éducation nationale et qui, à un moment, requis par l'injustice, en l'occurrence l'injustice du système colonial, des émeutes où des jeunes collégiens avaient été tués alors qu'ils ne faisaient rien d'autre que sortir du collège. On était, il y a bien longtemps, en 1959, dans l'île de la Martinique. Eh bien, cet homme ne s'est pas protégé. Il ne s'est pas dit « c'est très mal ce qui se passe, mais je suis le vice-recteur, responsable de l'éducation dans ce département, haut fonctionnaire, je ne peux pas m'exposer ». Il n'a pas cédé à ce qui nous menace tous dans les temps actuels, l'indifférence. On se gare les miches, on se met de côté, on tourne la tête. J'aime souvent citer cette formule d'un auteur de théâtre de Suisse alémanique, Max Frisch, « Pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles ». Et donc j'ai écrit Dire non parce que cet homme était mort, cette belle personne, et au fond, j'ai eu envie, non pour lui rendre hommage, au fond, de dire qu'il y a des noms qui sont fondateurs. Ce nom m'a fondé, moi, dans ma propre histoire personnelle. Un nom irréfléchi. Il a dit, lors de l'inauguration d'une école, le long du volcan La Montagne Pelée, Morne-Rouge, qu'il n'était pas la France qui avait été tuée ces jeunes, qu'il était une autre France, celle de Schellcher, celle de Victor Hugo, celle de Toussaint Louverture, pourrait-on dire aussi. Et donc j'ai fait l'éloge de ces nous. Camus, toujours, l'homme révolté, c'est la première phrase de son essai, il dit « L'homme révolté est d'abord un homme qui dit non à l'injustice ». Et il ne calcule pas, il ne se demande pas s'il va gagner les élections, s'il va être populaire, s'il va avoir une place, s'il va avoir une carrière. Il dit non. Il dit non parce qu'on dit non. Comme beaucoup d'entre vous disent non face au refus d'accueillir, et j'y reviendrai, ceux qui frappent à notre porte. C'était en 2014. En 2015, il y a eu l'année terrible que vous connaissez, le massacre de Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015, le 13 novembre 2015, les terrasses, le Bataclan. Il y a eu cette violence totalitaire
qui frappait la diversité de notre peuple, le policier qui est tué au bas de Charlie Hebdo, Ahmed Merabet, a été enterré, gardien de la République, gardien de la paix française, a été enterré dans le rituel de sa famille. Il était musulman. On l'a un peu oublié. Lassana Bathily, le héros de l'hypercachère, était arrivé sans papier, soutenu par le réseau Éducation sans frontières. Il venait du Mali, il est noir, il est musulman lui aussi, et c'est lui qui fut le héros qui a sauvé des otages à l'hypercachère. Il y a eu donc cette violence totalitaire, se réclamant indûment d'une religion, qui a blessé profondément nous tous. Mais simplement, comme c'est arrivé à l'échelle du monde depuis 2001, les terroristes font toujours la politique du pire. Ils donnent des armes à la politique de la peur, à ceux qui vont s'en saisir pour dire « ayez peur et je m'occupe du reste », à ceux qui vont faire régresser nos droits, qui vont s'en emparer. Nous le savons, 2001, Al-Qaïda, les 2 tours, Patriot Act, torture, recul des libertés fondamentales au cœur de la démocratie américaine, invasion d'un pays souverain, l'Irak, et nous connaissons la suite, Daesh et ainsi de suite. Et donc en 2015, les forces qui sont aux aguets pour se saisir de ces événements, pour vous dire, on vous l'avait bien dit, ces Arabes, ces musulmans, l'islam, et en fait le bouc émissaire est brandi pour nous attaquer nous tous, pour mettre en cause nos libertés, nos droits, ce que nous avons en commun, pour commencer à construire, non pas en disant non au terrorisme, à construire un non d'aigreur, un non de repli, un non de clôture. Et c'est dans ce contexte que j'ai écrit « Dire nous », pour m'élever contre ce nous qui dirait nous et les autres, pour s'élever contre ceux qui diraient « nous, c'est ceux qui me ressemblent », pour s'élever contre un « nous », je le répète, de fermeture et de clôture. Et donc dire « nous » est indissociable de se dire « non ». Il en est le complément, il en est la poursuite. Le propos de dire « nous », que je vais essayer de résumer ici, c'est de dire et de nous rappeler, dans ce moment de doute, de transition, combien c'est en allant vers l'autre, dans toute l'histoire de l'humanité, que l'on découvre sa propre humanité. C'est en reconnaissant l'autre comme un autre, qui ne nous est pas forcément assimilable, qui a sa particularité, qui a son histoire, qui a son identité, qu'on découvre sa propre humanité. Qu'en revanche, si l'on veut demander à l'autre de s'effacer, de ne plus être lui-même, nous n'avons plus de miroir d'humanité pour nous reconnaître, pour nous-mêmes nous voir, pour nous-mêmes comprendre notre propre humanité. Au fond, j'ai voulu plaider pour le nous des causes communes, les causes communes de l'égalité, contre les haines et contre les peurs. Et j'ai voulu plaider pour ce nous en nous disant à tous qu'il y a urgence et que si nous ne nous en préoccupons pas, si nous ne sortons pas de nous-mêmes, si nous ne faisons pas ce chemin en nous disant toute blessure faite à l'un ou l'une d'entre nous, à raison de ce qu'il est, à raison de son origine, à raison de sa condition, à raison de son apparence, à raison de sa croyance, à raison de son sexe, à raison de son genre, est une blessure faite à l'humanité, eh bien nous ne saurons plus nous-mêmes nous défendre et défendre nos droits. En d'autres termes, j'ai voulu nous rappeler que, au lieu de nous prendre la tête sur la dépression politique, sur les occasions manquées, sur la façon dont, en effet, que ce soit au sein d'une droite républicaine, que ce soit au sein d'une gauche de gouvernement, beaucoup d'occasions ont été manquées et beaucoup de politiques, en prétendant répondre à l'urgence, ont fait la courte échelle à ces haines et ces peurs, ont fait le lit de ces haines et ces peurs, en prenant
comme urgence leur propre survie au pouvoir, ils ont accepté cet agenda. Cet agenda qui, depuis plus de 30 ans, a empoisonné notre atmosphère. Depuis 30 ans de crise démocratique, de crise sociale, de crise écologique, nous savons bien que ce n'est pas l'immigration, ce n'est pas la diversité de notre peuple qui est à l'agenda de ces politiques-là depuis le début des années 80, qui est la solution, qui est la réponse. Ce n'est pas cela qui va répondre au chômage de masse, à la perte de confiance dans notre vie démocratique ou à l'urgence de sauver une planète que l'humanité elle-même, notre espèce, est en train de détruire et de se détruire elle-même avec. Alors j'ai voulu nous rappeler quoi? Qu'il n'y a pas besoin de chercher très loin, qu'il n'y a pas besoin de chercher un programme si compliqué. Il y a déjà à défendre les fondamentaux. Les fondamentaux qui ont fait ce que nous sommes réunis là, que nous pouvons parler et échanger. C'est un article 1. L'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et c'est un saut dans l'inconnu, toujours. C'est un défi qui nous est lancé. Ce n'est pas une sorte de trésor qu'on mettrait sous verre dans une vitrine, c'est à nous de le faire vivre. C'est quoi? Nous naissons libres et égaux en droit. Ce à quoi la Déclaration de 1948, après la catastrophe européenne, a rappelé « Nous naissons libres et égaux en dignité et en droit ». Quel est notre adversaire historique? L'adversaire de tous les idéaux démocratiques dans la diversité de nos sensibilités, les tenants de l'inégalité naturelle. Ceux qui disent « Tu es né serf, tu seras serf, et moi je suis noble, je resterai noble ». Ceux qui disent « Tu es enfermé dans ta condition, tu es enfermé dans ton origine, tu n'as pas le droit de bouger, de te déplacer, d'espérer ». Qu'est-ce que c'est que l'émancipation? C'est justement cette idée qu'on n'est pas assigné à résidence, qu'on a le droit de faire chemin, qu'on a le droit d'échapper, de se libérer. Nous naissons libres et égaux en droit, nous avons le droit d'avoir des droits. Nous avons le droit d'inventer des droits. Nous avons le droit de conquérir des droits sans distinction d'origine, de condition, d'apparence, de croyance, de sexe, de genre. C'est un moteur infini de libération. Et c'est un moteur infini de libération qui a permis justement de se dresser, de s'élever, élever le pays en élevant son langage, disait Camus, de se dresser face à des politiques, des gouvernants qui avaient, de ce pays-ci, qui avaient proclamé ces droits. Je vais vous en donner des exemples. La déclaration de 1789 est là. Elle ouvre un chemin. Ce chemin amène la Révolution française à abolir l'esclavage. Mais les planteurs d'Haïti, Saint-Domingue, ils ne sont pas d'accord. Ils étaient au débat de la Révolution française à l'été 89. C'était le cœur de la modernité, Saint-Domingue. C'était plus d'un tiers du commerce extérieur de la France. C'était la richesse. C'était un mélange de Hong Kong, Los Angeles et New York. C'était le luxe, c'était LVMH à la puissance 10. C'était des profits immenses, infinis, faits sur quoi? Eh bien, sur cette marchandise humaine qu'était l'esclavage. Quand la révolution haïtienne commence, et elle commence dans le cadre de la Révolution française, Toussaint l'ouverture est générale de la République française. Quand la Révolution française commence, non seulement Haïti, c'est plus d'un tiers du commerce extérieur, voire 40% de la France, mais plus de la moitié de la population haïtienne, des esclaves, n'est pas née à Haïti. Ça montre comment le chaudron de la traite négrière marchait. C'est là qu'il y a cette formule historique prêtée à Robespierre, « Périssent les colonies plutôt qu'un principe. Les hommes naissent libres et égaux en droit. » Mais les libertins, humanistes, ouverts, tout à fait cultivés, mais qui avaient leur propriété à Saint-Domingue, ne l'entendaient pas ainsi. Et vous connaissez la suite, l'homme qui va faire survivre le principe monarchique,
ce césarisme, ce bonapartisme qui est au cœur du présidentialisme français encore aujourd'hui. Bonaparte, Napoléon Ier, mais il le fait alors qu'il est encore premier consul, va rétablir l'esclavage. Alors, c'est quoi le sceau de la révolution haïtienne qu'on va faire payer à Haïti rubis sur l'ongle, parce qu'ils vont même devoir payer de l'argent pour avoir fait ce sceau? Eh bien, c'est que dans la foulée de la Révolution française et de la Révolution américaine, il y a une troisième révolution universaliste, qui dit que humain, c'est pas une couleur. Comme français, c'est pas une couleur. Et d'ailleurs, dans la première constitution américaine, haïtienne, il est dit cette chose ironique en disant « Tout homme libre qui viendra ici est un homme noir ». Pour renverser ça, pour dire, voilà, oui, nous naissons libres et égaux en droit, l'esclavage. Donc, il n'y a aucune repentance dans ce que je dis. C'est un fait d'histoire que nous devons regarder en face. L'esclavage a fait notre accumulation primitive, notre fortune. Deuxième exemple, la colonisation, bien sûr. Nous colonisons, cela fait notre richesse. Le début, c'est les Antilles, c'est l'histoire la plus ancienne. Après l'accélération, c'est l'Algérie, 1830, 40 ans d'une guerre terrible pour conquérir, pacifier, comme il disait, l'Algérie. Et puis après, l'extension en Afrique et en Asie, vous le savez. Cela fait aussi notre fortune. Quand vous allez à Paris, n'oubliez jamais de lever la tête et de regarder dans le Paris des immeubles en pierre de taille, quand les architectes mettent les dates des immeubles. Et regardez, vous tomberez toujours sur 1880, 1990, 1900, 1910, 1920. Il faut imaginer l'accumulation dans un commerce inégal d'argent lié au rapport colonial qui permet qu'il y ait assez de fortune, assez de moyens des banques pour permettre toutes ces constructions. C'est la très grande France, de 100 millions d'habitants, etc. La France qui fait ça est la France de la Troisième République, la France de l'enseignement obligatoire, la France de la liberté de la presse de la loi de 1880. Et c'est en même temps la France qui fait le collège indigène. C'est la France qui refuse l'égalité des droits, qui accepte cette idée de l'inégalité naturelle. Je t'ai colonisé, mais je te suis supérieur. Je te suis supérieur par la culture, par l'histoire. Et qu'est-ce que c'est l'histoire des indépendances? Quelles que soient les suites et les déceptions des indépendances et les prévarications des indépendances. Mais c'est des peuples qui font leur chemin et qui disent « mais nous sommes égaux en droit ». Et si nous n'avions pas, je ne parle pas de nous, mais nos gouvernants, ceux qui nous représentaient à l'époque, s'ils ne s'étaient pas accrochés à ce refus de l'égalité, eh bien l'histoire aurait été différente, y compris la relation aujourd'hui avec l'Algérie serait autrement apaisée. Ferhat Abbas ne voulait pas la guerre à outrance. Et cette guerre à outrance, elle a même eu comme conséquence de militariser le camp indépendantiste, de provoquer des assassinats au cœur même du camp indépendantiste. Je pense à Aban Ramdan. Donc nous avons aussi, dans cet entêtement blessé, l'égalité au cœur du peuple algérien lui-même, au cœur de sa souveraineté. Et donc, deuxième exemple, la colonisation, eh bien, c'est ce droit-là qui est brandi et qui permet que des indépendances existent. Troisième exemple. Et pour beaucoup d'entre vous, je suppose que vous avez participé de cette histoire par vos engagements personnels, ce qu'on appelle le mouvement ouvrier, ce qu'on appelle les questions sociales, ce qu'on appelle le syndicalisme. Au milieu du XIXe siècle, dans la décennie 1850, il y a un appel des 60. Ce sont des ouvriers. À l'époque, il n'y a pas de parti socialiste, de parti communiste, même s'il y a eu un manifeste du même nom. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils s'adressent à des bourgeois libéraux qui sont avocats, qui sont médecins, qui sont journalistes, et qui défendent les questions sociales, qui défendent la lutte contre le travail des enfants qui existait, qui demandent le repos hebdomadaire, qui demandent la limitation de la journée de travail, qui demandent en clair tout ce qui s'ébauchera plus tard, mais qui était refusé comme, par rapport aux possédants. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent « Nous vous remercions beaucoup de tout ce que vous faites pour nous. Mais nous, vous savez, on est dans les fabriques, là, eh bien, on aimerait parler pour nous-mêmes. Et on aimerait être représentés par nous-mêmes. On aimerait être égaux dans l'expression politique.
Le premier parti dit de gauche en France s'appelle Parti ouvrier. Le premier maire de gauche est le maire de Lille, élu sur ce Parti ouvrier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, les ouvriers, à un moment, ont réclamé aussi, dans leur propre camp de l'émancipation, l'égalité d'expression. Ils étaient construits en minorité politique, alors qu'ils étaient une masse dans les fabriques. Quatrième exemple, la moitié plus une de l'humanité, les femmes. Et nous sommes à l'anniversaire de la suite de ce combat avec MeToo. Nous avons construit une république de l'égalité et des droits qui, jusqu'en 1947, ne donnait pas le droit de vote aux femmes. Je dis souvent par provocation, pour montrer que l'origine ou la culture ne protège de rien, que les femmes turques ont eu le droit de vote 25 ans plus tôt. Alors, les jeunes Turcs qui ont donné ce droit de vote ont fait d'autres choses, salut à Aznavour, moins sympathiques vis-à-vis du peuple arménien. Mais tout ça pour dire quoi? Pour dire que, pareil, cette question des femmes qui nous bouscule, nous les hommes, et qui nous bouscule profondément aujourd'hui avec cette question du consentement, avec cette libération de la parole. Qu'est-ce qu'elle nous rappelle? Elle nous rappelle que ce que je vous décrivais dans cet article premier, c'est un moteur infini d'émancipation. Il y aura toujours des égalités de droits à conquérir, et y compris dans ce qui est le plus intime, en l'occurrence les rapports sexuels, dans ce qui s'est libéré autour de MeToo. Cette idée, oui, nous sommes égaux, et c'est une conquête, et c'est une conquête parfois contre nous-mêmes, contre là, en l'occurrence, des longues histoires millénaires d'inégalité, où l'homme imposait sa volonté, imposait ses droits, y compris ses droits à la procréation, sans demander l'accord de la femme. Cinquième exemple, et qui n'a pas été assez souligné au moment de ce faux anniversaire, parce que je ne suis pas dans la glu générationnelle et la nostalgie de mai 68, a surgi dans les années 60 partout. Cette question nouvelle qui nous a bousculés, plutôt là, je dirais, j'étais plutôt de ceux qui bousculaient à l'époque, qui est tout bêtement l'affirmation de la jeunesse. L'affirmation de la jeunesse comme un âge qui a ses droits aussi, qui a ses excès, qui a ses libertés, qui a ses inventions, qui a ses audaces. Alors que c'était un âge moins reconnu, moins autonome auparavant, d'une jeunesse qui amène aussi à inventer dans la foulée, car quelle a été la suite de mai 68. Mai 68 n'a pas créé de nouvelles réalités politiques véritablement. En revanche, ça a créé cet ébranlement. Le mouvement des femmes, j'en parlais tout à l'heure, le fait que les femmes se réunissent entre elles, comme les ouvriers se réunissaient entre eux, les droits sur l'avortement, les droits à la maîtrise de son propre corps, mais les droits de la jeunesse aussi, les droits à s'exprimer, y compris dans les établissements d'enseignement, les droits à faire ce chemin de citoyenneté par l'autonomie et non pas par la verticalité et la contrainte. Et dans la foulée, l'idée qu'il y a des droits de l'enfance aussi, que l'enfant est un être. Je rappelle cela parce que dans les questions de tout ce qui se joue autour des migrants, on oublie ces droits de l'enfance. Un enfant a le droit à un toit. Un enfant a le droit à l'éducation. Un enfant a le droit à la santé. Ce sont des droits fondamentaux. Et c'est la négation de cette égalité de droits que penser que parce que l'enfant accompagne ou vient, mineur, solitaire, isolé, ce mouvement des peuples, il devrait être privé de ses droits fondamentaux. D'ailleurs, tout ce que je viens de vous dire, derrière ces exemples, il y a une question essentielle qui est cette dialectique de la minorité et de la majorité. Vous entendrez dans le vieux monde qui est en crise et qui a du mal à lâcher prise, pendant qu'un nouveau monde essaye de naître, mais il tarde à naître, et d'où le moment dans lequel nous sommes, c'est la phrase inaugurale de dire non, je dis en reprenant Antonio Gramsci, je dis dans cet entre-deux surgissent les monstres autoritaires,
les monstres inégalitaires, les monstres de l'appropriation, de l'égoïsme, les monstres identitaires, mon identité contre la tienne, et ainsi de suite. Mais vous entendrez ces pouvoirs vous dire qu'ils sont élus, qu'ils sont majoritaires. Nous en avons le meilleur exemple avec l'actuelle présidence. Vous le savez, puisque cela s'est fait à Mediapart en grande part, nous lui avons dit, et je le lui ai rappelé le 15 avril, qu'il a eu 18% des inscrits au premier tour. Donc nous lui avons dit, au second tour, vous allez être élu. Nous, c'était notre position. Je respecte ceux qui ont dit, on ne nous la fera plus. Hein. Ça existe aussi. Mais nous sommes de ceux qui, face à l'extrême droite, disent « OK, on y va ». Mais on y va. Du coup, ce vote vous oblige. Pas nous oblige, vous oblige. Si nous faisons ce chemin qui nous oblige au second tour, eh bien vous êtes désormais l'élu d'une masse d'électeurs qui n'a pas voté pour votre programme. Donc désormais, vous devrez en tenir compte. Évidemment. Hein, et c'est terrible parce que c'est comme dans les fables de La Fontaine. Hein, ça, une fois en 2002... Une deuxième fois en 2017, ça risque de ne pas marcher une troisième fois, comme quand on crie au loup et la troisième fois, il n'y a personne qui vient pour vous sauver. Et c'est bien le drame dans lequel nous sommes. Et c'est là où nous sommes requis nous-mêmes. Et donc nous avons un président qui a dit « J'en ai rien à faire, je suis élu et je suis là pour 5 ans. » Quoi qu'il se passe, la société civile, je la suis, je l'incarne. Je n'ai pas à dialoguer avec elle. Tous les défenseurs des droits humains sont en désaccord avec le fait de mettre l'état d'urgence dans le code pénal habituel. Eh bien, je balaye. Tous les défenseurs des droits humains ne sont pas d'accord avec la loi sur l'asile et l'immigration. Je balaye. Et ainsi de suite. Et évidemment, les mouvements sociaux notamment sur il y avait une manifestation là à la gare de Valence TGV sur le chemin de fer. Tout ce que nous avons documenté par rapport à cette logique à court terme qui est anti-écologique, qui casse le fret, qui privatise, qui oublie les solidarités dans les territoires et qui oublie tout simplement qu'un cheminot n'est pas un privilégié, que le salaire moyen à la SNCF, c'est 3 000 €. Voilà, nous lui avons rappelé tout ça, mais évidemment, il considère qu'ils sont la majorité parce qu'ils l'ont eu une fois. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai dit une bêtise? Comment? Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr que c'est pas mal, bien sûr. Mais si vous avez suivi l'entretien que j'ai fait avec Emmanuel Macron, je lui disais ça en lui rappelant que trois de ses ministres ont travaillé à la SNCF, l'actuel ministre des Armées. Son salaire à elle, mensuel, 50 et quelques mille € par mois. Je lui ai rappelé que, puisqu'il disait que l'État est un mauvais actionnaire, mais le président de la SNCF, il est toujours là. Donc, en clair, je lui citais ça, bien sûr, mais vous savez, ne tombez pas dans ce piège où on dira « Regardez, il y a des plus privilégiés que vous ». Les cheminots ont conquis des droits, ont défendu des droits, comme les enseignants ont conquis des droits, comme nous avons le devoir de conquérir des droits là où nous sommes, comme les salariés de Mediapart conquièrent des droits aussi, et veillent à être bien payés. Et c'est légitime. Donc je disais ça juste sur le fait qu'il y a une ignorance des réalités par rapport à, quand je lui ai cité ces rémunérations aberrantes des dirigeants, il m'a dit « Mais comment vous lâchez des noms en pâture ?» Alors que je lui disais combien c'était une injustice profonde. J'en reviens à ce que je voulais vous dire, pardon pour le détour. Ce que je voulais dire, c'est cette dialectique de la majorité et de la minorité. Ce sont les minorités qui inventent toujours. Dans un moment, on les voit comme des minorités. Elles dérangent, elles bousculent. Des jeunes excessifs, des mouvements qui revendiquent, qui bousculent la norme majoritaire, qui bousculent le credo médiatique du moment. Toutes nos conquêtes ont commencé comme ça.
par des minorités agissantes qui ensuite font les majorités inventives. Ceux qui ont dit que la peine de mort était une aberration, ceux qui ont dit que la colonisation était une impasse, ceux qui aujourd'hui, et je vais y revenir, posent la question de l'accueil des migrants. Il faut écouter les minorités. Je ne dis pas qu'elles ont forcément raison, elles peuvent être excessives, elles peuvent être débordantes, elles doivent être contestées et discutées, mais elles mettent à l'agenda des sociétés des droits nouveaux, des questions nouvelles. Et nous devons profondément y penser par rapport à la diversité de notre peuple et de notre jeunesse. Nous devons y penser par rapport à cette jeunesse qui vit dans sa chair la discrimination ordinaire, le contrôle au faciès, le fait de ne pas être reconnu à raison de ce qu'elle est, de son apparence, de sa croyance, de son origine. Il y a un exemple de cela qui illustre ce que je veux dire par le dire-nous et les causes communes. C'est la laïcité, qui est utilisée de manière infidèle par ceux qui enrobent, au fond, leurs anciens plaidoyers pour l'inégalité naturelle, en prétextant qu'en fait, ils défendent la laïcité contre une religion intrusive, en l'occurrence l'islam, qui est présent dans l'histoire de notre peuple, dans la façon dont nous nous sommes nous-mêmes construits. Je rappelais la colonisation tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que l'invention de 1905 ? Invention faite par des hommes parlementaires qui eux-mêmes étaient issus de ces histoires minoritaires. Aristide Briand, 10 ans avant, il était un anarchiste à Nantes. Francis de Pressensé, Ferdinand Buisson étaient des protestants. Et Jean Jaurès n'a jamais gouverné, mais a réunifié, en prenant son bâton de pèlerin, l'ensemble de la diversité des familles de gauche. Ces 4 hommes vont inventer la loi de séparation des églises et de l'État. On oublie le « des », on oublie cet acte inouï qu'a représenté dans un pays qui sortait du Concordat, où il y avait d'un côté les laïcs sectaires sus au curé, les corbeaux noirs, et de l'autre côté, ça arrangeait le Concordat, la papauté qui se disait, mais au fond, hein, c'est la fille aînée de l'Église, je suis chez moi ici. Une sorte de face-à-face. Et tout d'un coup, qu'est-ce que font ces républicains ? Ils disent, ce face-à-face est mortifère. Ce face-à-face permet d'oublier d'autres agendas, les questions démocratiques, les questions sociales. Ce n'est pas la question religieuse qui tient toutes les questions. Et deuxièmement, il n'y a pas qu'une religion dans ce pays. Des églises et de l'État. L'acte de 1905, c'est de reconnaître 2 cultes minoritaires. Et pas n'importe lesquels. Le protestantisme et le judaïsme étaient évidemment stigmatisés par l'extrême droite à l'époque. Les 4 États confédérés de Maurras, il y a, sur 2 d'entre eux, il y a les juifs et les protestants. La reconnaissance de la diversité de croyances, à égalité. Il n'y a pas une religion qui dominera les autres. C'est le premier acte, l'acte de pluralité, de reconnaissance des minorités. Et le deuxième acte, c'est de dire, contrairement à ce que vous entendez, hélas, dans le débat médiatique aujourd'hui en France, que la croyance est une affaire personnelle, non pas une affaire privée. Pour ces républicains, libres penseurs ou non, Jaurès avait fait baptiser sa fille, pour ces républicains, la croyance, c'est une conviction. Ils ne pensaient pas que c'est de Dieu qu'elle tombait. Et donc c'est une conviction, eh bien, ils sont pour le respect de la liberté de conviction, de la liberté d'expression. Donc ils ne sont pas pour l'interdiction des croyances. Tout le monde l'a oublié, mais la loi de 1905 autorise les processions religieuses. On a le droit d'exprimer sa religion dans l'espace public. Le breton que je suis le sait, bien sûr, avec les pardons en Bretagne, qui n'ont pas été supprimés par la loi de 1905. Qu'est-ce que dit la loi de 1905 ? Elle dit qu'aucune idéologie, avec Dieu, mais aussi sans Dieu, ne peut s'imposer à ma liberté, ne peut gouverner l'espace public,
ne peut le régenter. Donc aucune religion ne peut prétendre gouverner un quartier, s'imposer à la liberté individuelle des uns et des autres, quelle qu'elle soit, que ce soit le catholicisme, le protestantisme, le judaïsme, l'islam ou d'autres. Mais elle ne dit pas que ta religion personnelle est un problème. Tu viens comme tu es. Tu viens comme tu es, avec ta croyance, avec ton histoire, dans les causes communes de l'égalité. L'effet radical de la loi de 1905, ça a été quoi? Dans un pays qui était massivement catholique, massivement pratiquant. Ça a été le catholicisme social. Ça a été la jeunesse ouvrière chrétienne. Ça a été les prêtres ouvriers. Ça a été la CIMAD, service œcuménique d'entraide, qui est encore au cœur. Et toute cette tradition que l'on voit aujourd'hui encore avec Emmaüs, avec le Secours catholique. Ça a été cette idée, ben oui, il y a un banquet des causes communes de l'égalité. Venez-y, venez-y, venez-y ensemble. Et venez-y tel que vous êtes. Tu vas à la messe, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble. Tu portes une croix, c'est pas mon problème. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Et c'est ça, l'authentique chemin de laïcisation. C'est ça, dire-nous. C'est pas dire, tu viens à la réunion sur l'immeuble, tu viens à la réunion sur le quartier, tu viens à la réunion des parents d'élèves, tu viens à la réunion sur des questions de santé, mais tu portes un foulard, je veux pas de toi. Non, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière le foulard et qu'est-ce que tu défends. Je me souviens avoir été à une réunion d'un collectif en banlieue parisienne, des mamans toutes égales. C'était après une circulaire qui n'a pas été tout à fait abrogée, qui interdisait les mamans portant un foulard d'accompagner les sorties scolaires de leurs petits-enfants. Donc elles étaient privées d'une activité dans l'espace public. Et tout dépendait des équipes enseignantes. Certaines étaient sectaires là-dessus, d'autres étaient totalement ouvertes. Et l'une de ces mamans était déléguée FCPE, engagée, beaucoup plus que certaines mamans qui lui donneraient des leçons. Elle était déléguée des parents d'élèves. Et elle était finalement dans un établissement, dans une école où tout ça se faisait. Mais avant, elle était tombée sur une enseignante qui lui avait dit, en voyant son foulard, « Mais madame, si vous voulez, vous pouvez mettre vos enfants dans une école coranique. » Et elle a répondu, « Mais vous savez, madame, j'ai ce foulard, mais vous savez, il n'y a pas écrit musulman là. Moi, je veux que mes enfants, ils grandissent avec d'autres enfants, avec des idées différentes, qu'ils rencontrent, qu'ils fassent chemin avec d'autres. J'ai ma croyance, mais je ne suis pas là pour les priver de leur liberté. » Et je dis ça en sentant bien par votre silence que ça doit faire chemin et peut-être bousculer certains d'entre vous. Mais c'est une question profonde. Qu'il y ait des sectarismes, qu'il y ait des intégrismes, qu'il y ait des fondamentalismes religieux à combattre, évidemment, qu'il y ait des défis géopolitiques liés à tout cela, évidemment. Mais comme je l'ai écrit dans un autre livre, ça ne peut pas être un argument pour que nous tenions comptable individuellement tel ou tel parce qu'il est musulman, parce qu'il ne le cache pas, parce qu'il le dit, parce qu'il l'affirme soit de manière régulière, soit lié à l'histoire de sa famille, soit, comme d'autres, fête Noël en participant à l'Aïd, soit en faisant le ramadan tout en n'allant pas à la mosquée pour autant, de le rendre comptable des crimes commis par d'autres qui se réclameraient de cette religion. C'est cela aussi les causes communes, c'est ça aussi le chemin de l'égalité. Car sinon, si nous ne faisons pas ce chemin vers l'autre, qui est, par les temps qui courent, stigmatisé, identifié, eh bien, qu'est-ce que nous allons produire? Nous allons produire du ressentiment, nous allons produire de l'aigreur, nous allons produire des jeunes qui auront ce sentiment d'avoir été rejetés et qui choisiront des chemins qu'ils croient être d'émancipation, qui seront des chemins de perdition. Et on le voit dans toutes les biographies de ces jeunes qui n'étaient en rien des religieux au départ et qui, pour la plupart, ne connaissent pas grand-chose de la religion au nom de laquelle ils ont commis des crimes. Simplement, ils ont été aussi le produit de cela. Je vais vous donner un deuxième exemple, qui est évidemment la question des migrants. Est-ce que nous vivons une crise migratoire ou une crise de l'accueil?
Est-ce que nous vivons une crise migratoire qui est comme une invasion qui nous poserait problème? Ou est-ce que la crise, c'est le fait que nous ne nous posions pas assez la question de l'accueil? Vous le savez, c'est développé, hélas, insuffisamment dans les grands médias, mais sur Mediapart au moins, vous le verriez. Les flux migratoires ne sont pas du sud au nord, ils sont du sud au sud. Si l'on prend l'Afrique subsaharienne, 80% des migrants vont dans des pays de la région. C'est là qu'est porté le fardeau. Si vous prenez le Proche-Orient, c'est en Turquie, c'est en Jordanie. C'est au Liban qu'est porté le fardeau de ce qui s'est passé en Syrie. Donc, premièrement, y compris ces projections soi-disant faites et contestées de manière radicale par tous les spécialistes de la démographie sur le fait qu'il y aurait un boom démographique en Afrique qui provoquerait un déferlement d'ici 2050. François Héran, professeur au Collège de France, ancien patron de l'INED, l'Institut national d'études démographiques, a fait litière de tout cela dans des articles que vous pouvez lire en ligne. Il y a beaucoup d'inculture, beaucoup de méconnaissance qui se répand, beaucoup de fantasmes. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a non pas la misère du monde qui aujourd'hui vient vers nous, mais la jeunesse du monde. Certains disent qu'il faudrait qu'ils restent vivre et travailler chez eux, dans leur pays. En oubliant que quand on a dit vivre et travailler au pays, c'était pendant les 30 Glorieuses, où nous avions eu notre boom économique, nous avions eu notre développement à la ville, nous avions fait nos chemins, nos études. Et à un moment, il y avait l'idée de reconstruire quelque chose, de revenir, comme des migrants renvoient de l'argent dans leur pays. Non, qu'est-ce qui se passe là? Il se passe qu'il y a une jeunesse qui exerce un droit fondamental. Un droit qui est reconnu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le droit de se déplacer, le droit de quitter son pays, le droit de vivre dans un autre pays. L'humanité n'est pas assignée à résidence. Nous nous sommes déplacés. Nous nous sommes projetés sur le monde, je l'ai rappelé tout à l'heure, et parfois invités sans autorisation. Et cela nous a fait parfois ce que nous sommes, y compris pas seulement aussi pour le bien, ça nous a transformés. Mais plus encore, quand on dit il faudrait aider économiquement ces pays pour qu'ils ne bougent pas, c'est une illusion totale, montrée par des économistes. Pourquoi? Quand un pays commence à se développer, quand cette jeunesse, elle a toutes ces machines chinoises, mais elle nous connaît, elle nous suit en ligne, directe, eh bien, cette jeunesse, elle accède à un peu de savoir, un peu d'éducation, un peu de développement. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé ce qui s'est passé dans nos campagnes au début du XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle. Le chemin de fer, les précédentes révolutions industrielles, qu'est-ce qui se passe? On échappe à l'assignation à résidence, le village, la lignée, le fait de ne pas avoir d'autre horizon que de rester dans le même univers. Eh bien non, on a envie d'espace, on a envie d'horizon, on a envie de connaissances, on a envie de découvertes. Et on va à la ville, et on rejoint ce qui sera le monde du travail, ce qui sera les fabriques. Et puis du coup, on découvre de nouvelles idées, des idéaux de progrès. On sort du conservatisme, de la tradition, on bouge. C'est ce qui nous a fait ce que nous sommes. Alors depuis, après, on se dit, oui, il y a un désert rural. Oui, il faut aussi s'occuper des campagnes. Tout ça, c'est un deuxième mouvement. Mais dans un monde qui est aujourd'hui majoritairement urbanisé, y compris dans ces pays-là, eh bien, il y a cet espoir. Nous ne pouvons pas dénier à l'humanité le droit de bouger face à des dénis démocratiques, face à des désordres climatiques, face à des injustices sociales, soit face à des désastres guerriers. Il bouge et il frappe à notre porte. Et frappant à notre porte, nous sommes requis. Nous sommes requis par ce fait que si nous ne sommes pas capables d'accueillir celui qui vient du lointain, pour simplement exercer ce droit fondamental, nous sommes libres et égaux en dignité et en droit. Si nous ne sommes pas capables de l'accueillir, malgré notre richesse, malgré tous ces territoires libres, si nous ne sommes pas capables de comprendre, et les sociologues et anthropologues nous le montrent, que nous sommes nous-mêmes
un pays de migration, que nous avons été faits de migration dans l'histoire de nos classes populaires, y compris de migration intérieure, européenne puis extra-européenne, mais interne à l'Hexagone aussi. Si nous ne sommes pas capables de comprendre que le migrant, même non déclaré, est un cotisant, est un contributeur, qu'il participe à la richesse collective, si nous ne sommes pas capables de faire ce mouvement-là, si nous nous fermons, eh bien nous allons nous fermer à nous-mêmes. Nous allons ouvrir une brèche. Nous allons dire, oui, la France d'abord, America first, Italie d'abord, Hongrie d'abord, Allemagne d'abord. Le travail aux Français, le travail aux Italiens, le travail aux Américains, la préférence nationale. Donc nous allons dire que nous avons des droits supérieurs aux autres. Parce que nous avons, par accident de naissance, nous ne l'avons pas choisi, nous sommes Français. Et nous avons des droits supérieurs aux autres, et d'autres n'ont pas les mêmes droits que nous. Je parle de droits fondamentaux. Et donc nous ouvrons la brèche de nos ennemis de toujours si nous partageons des idéaux démocratiques et d'émancipation qui sont les tenants de l'inégalité. Tu es d'un autre pays, tu es d'une autre culture, tu es d'une autre origine, tu n'as pas les mêmes droits que moi. Ce sont les poupées gigognes de l'inégalité qui arrivent à ce moment-là. Toutes les politiques régressives, autoritaires, fascistes, ont eu ce levier de popularisation. D'abord les droits des nôtres, contre les autres. Donc on construit un nous d'exclusion, un nous qui rejette les autres et qui peut être une machine infernale à rejeter les autres au lointain. C'est le cœur de ce qui se passe en Italie, où un mouvement né d'un sursaut moral, politique, et issu en partie de la gauche, le mouvement 5 étoiles, des chagrins de la gauche, autour de la corruption, autour de la moralisation, autour d'un mouvement citoyen. Mais ce mouvement citoyen, puisqu'on lui dit qu'on va faire des mesures sociales qui profiteront qu'aux Italiens, eh bien très bien, pas de problème, laissons tomber les autres, laissons tomber la mer commune, laissons tomber la Méditerranée. Laissons tomber le lien avec le monde, même si, derrière ça, il y a aussi l'hypocrisie de l'Europe qui a laissé toute seule l'Italie pendant longtemps. Et c'est comme ça qu'un mouvement citoyen fait alliance avec quoi? Avec un mouvement fasciste, avec un mouvement qui est homophobe, qui est sexiste, qui est raciste explicitement, qui est un mouvement profondément héritier de ce qui fut au cœur de la nuit européenne. Et donc, cette question des migrants est une épreuve morale qui contient beaucoup d'autres questions. Après qu'il y ait des questions très concrètes de comment on accueille, de comment on apprend les langues, de comment la langue française, de comment on organise, bien sûr. Mais quand vous parlez avec les maires solidaires, quand vous parlez avec le maire de Grande-Synthe, quand vous voyez les fonctionnaires territoriaux de Grande-Synthe, de l'administration, quand vous allez à Briançon, quand vous allez à Grenoble ou d'autres villes solidaires, vous voyez des maires qui vous disent « mais si on inverse la proposition, si on dit la question c'est la question de l'accueil, eh bien ça marche. Si vous avez des maires qui disent « mais d'où vient notre ville ? D'où vient la diversité de notre ville ?» C'est le cas de Grande-Synthe, ville née de la sidérurgie dans les années 60, avec des gens qu'on a fait venir, notamment d'Algérie, pour faire cette ville. Et une diversité de nationalités aujourd'hui. Ou d'autres qui disent, comme à Briançon, mais rappelez-vous, on n'a pas été exilés, réfugiés, nous, à une époque. Vous avez demandé à vos grands-parents ce qui est arrivé. C'est arrivé à d'autres dans ce continent-là. Et donc, cette question de l'égalité des droits, cette question du cœur de ce moteur de l'émancipation, c'est une question qui contient toutes les questions. Elle contient même la question écologique. Évidemment. Parce que c'est le refus de l'idée de supériorité, y compris d'une espèce, par rapport à la réalité du monde. Nous sommes liés à la nature. Vous voyez bien que c'est le refus du grand un et du grand même. Le grand un du pouvoir uniforme et le grand même uniforme aussi de l'identité. La nature, qu'est-ce qu'elle nous apprend? La diversité, la pluralité, l'étonnement, le divers, le pluriel, le respect du pluriel et du divers. Quand on s'inquiète des abeilles, et c'est très bien, mais inquiétons-nous aussi de notre souci de notre propre pluralité. L'écologie politique, entendue comme un projet profondément social, démocratique, pose aussi ces questions-là. Vous savez,
Et j'en terminerai par ceci. M2M, c'est un hommage à la Méditerranée et cette rive de la Méditerranée qui est au cœur de notre futur. L'Algérie est avec l'Égypte le poumon démographique de la Méditerranée. Elle est au cœur de la vitalité, de l'avenir qui entoure cette mer commune. Et quels que soient ses malheurs actuels, l'immobilisme de son pouvoir, elle a aussi une jeunesse qui a un appétit de vivre, qui a une ironie, une créativité formidable. Et nous avons une histoire commune qui nous a fait aussi ce que nous sommes. On se l'est rappelé au moment de l'hommage à Maurice Audin. Dans la diversité de nos histoires, que nous ayons été dans des familles qui sont liées à l'immigration algérienne, que nous ayons été dans des familles liées au fait d'avoir été appelés ou militaires de carrière en Algérie, que nous ayons été issus de familles pieds noirs, c'était le cas de Audin, comme l'on dit, d'Européens d'Algérie, de familles juives d'Algérie, c'est la part que l'Algérie a perdue de sa propre histoire. Nous sommes des millions à être concernés par cette histoire, ou que nous ayons été vivre dans ce pays, comme ce fut mon cas entre 65 et 70. C'est une histoire commune, et le pire serait la concurrence des mémoires. Le pire serait de macérer toute cette histoire et de ne pas comprendre qu'au contraire, personne n'est propriétaire de cette histoire, mais cette histoire, c'est le lien, c'est la relation. C'est l'idée qu'au fond, il n'y a pas d'identité racine, il n'y a d'identité que de relations faites de ces relations à l'autre, comme notre cuisine est faite de toutes sortes d'héritages, comme notre musique est faite de toutes sortes d'héritages, comme notre langue est faite de toutes sortes d'héritages. Mon père me disait toujours, il parlait le breton, il me rappelait toujours le mot baragouiner. Quand on dit vraiment celui-là, quand même, il pourrait apprendre le français, il baragouine, je ne comprends rien à son baragouin. Baragouine, c'est un vieux mot. Quand les Bretons, un peu rustres, confient dans le cléricalisme, l'obscurantisme religieux, l'alcoolisme, venaient fuir la disette et la famine et venaient à la ville, et ils venaient chercher du travail, et ils parlaient que breton. Et donc, qu'est-ce qu'ils demandaient? Du pain bara et du vin gouine. Bara, gouine, pain, vin, voilà. On est toujours l'immigré de quelqu'un. On a tous ça dans nos histoires. Je dis ça souvent quand je vois des personnes issues d'histoires de migration et qui elles-mêmes ont le zèle du converti, je dirais, par rapport à d'autres qui frappent aujourd'hui. La Méditerranée, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Et je voudrais terminer par un symbole du pérégrinant en Méditerranée. Il y en a d'autres dans d'autres cultures, mais c'est Ulysse, évidemment, Homère, l'Odyssée. Qu'est-ce que j'ai voulu vous dire? Nous sommes dans des moments troubles, dans des moments où il n'y a pas de certitude, et dans des moments où menacent en effet des raccourcis autoritaires au profit d'intérêts économiques socialement minoritaires, prévaricateurs, offshore, et ayant la ruse identitaire pour s'imposer, en nous mettant en guerre les uns contre les autres, mon identité contre la tienne, et ainsi de suite, en essayant justement de tuer ce ressort des causes communes de l'égalité. Peu importe d'où nous sommes, qui nous sommes, ce qui importe, c'est ce que nous faisons ensemble. Nous sommes dans ce moment-là. Alors comment résister dans ce moment-là? Comment retrouver un chemin d'espérance? Comme Ulysse. Comment il fait quand il arrive au piège des sirènes? Et les sirènes, elles peuvent nous parler de haine et de peur. Eh bien, il demande au matelot de l'attacher au mât. Nous devons nous attacher à cet article premier. Nous devons nous attacher à ce principe fondamental. Nous devons le faire vivre, l'avoir en tête comme une boussole profonde. Alors je continue sur Ulysse. Vous savez, quand Ulysse arrive à la fin, il arrive et Athéna, la déesse, le déguise en mendiant, en gueux, sale, puant, pour qu'il ne soit pas reconnu par les prétendants qui essaye de courtiser sa douce, qui tisse, vous savez, hein, pour ne pas céder. Et ça va terminer terrible, parce qu'il y a le massacre des prétendants, hein, donc c'est une histoire assez barbare à la fin. Mais Ulysse est là et le reconnaît, et c'est intéressant. Il va être reconnu parce que ça a comme des
par un chien, un animal, et par une femme. C'est les deux seuls qui vont le reconnaître. Et il y a un personnage qui est le porcher. Il est avec ses porcs, ça sent, c'est pas bon, il est pauvre lui-même et tout, et il ne reconnaît pas Ulysse. Mais Ulysse est là, et lui, le porcher, il dit « Viens, étranger, viens, je vais te donner à manger, je t'accueille et tout. » Et Ulysse, qui a vu tout ce monde social qui était le sien, le traîner, vraiment le mépriser à cause de son apparence, dit « Mais porcher, pourquoi tu m'as reçu comme ça? Je suis moins que rien, je suis là, et toi, tu m'ouvres ta porte. » Ah, oh, étranger, tu sais, même si demain arrivait plus misérable que toi, je le recevrais aussi. Je lui ouvrirais ma porte. Parce que tu sais, c'est peut-être Zeus qui frappe à ma porte. C'est peut-être le dieu des dieux. Il y avait dans la culture archaïque, ancienne, polythéiste, plusieurs visages du dieu des dieux. Et il y avait un Zeus, le Zeus hospitalier. Cette idée que celui qui frappe à ta porte, et c'était la tente bédouine, parce qu'il y a un principe dans le désert, dans la tente. Toute personne qui arrive sous ma tente, je l'accueille. Ça peut être le pire des bandits, tant qu'il est chez moi, je le protège. J'accueille. C'est un principe profond, ancré. Et donc, Zeus hospitalier, c'est de dire « Ah, attention !» et transmettre une certaine frayeur. Si tu ne reçois pas celui qui vient du lointain, attention à la colère des dieux. Et qu'est-ce que je veux vous dire, au fond? Pour terminer sur cette question qui nous anime beaucoup, on a lancé un appel et qui est pour moi l'épreuve où tout s'est noué de beaucoup de choses depuis l'espérance des années 2011 autour de la Méditerranée. De la même manière qu'un peuple qui en opprimait un autre hier ne pouvait être libre, un peuple qui aujourd'hui ne sera pas au rendez-vous des solidarités élémentaires pour ceux qui viennent du lointain, ne saura plus les défendre pour lui-même, c'est-à-dire pour son prochain. Merci.